Le grand reporter Georges Malbruno a dit les termes. Dans un édito sur la radio RTL, le journaliste a clairement fait savoir que la France, bien que chassée du Mali, n'est jamais vraiment partie. Elle agit désormais par procuration. Des officiers de renseignement, des réseaux discrets, des relais locaux. Les événements du 25 avril posent une question que personne n'ose formuler à voix haute à Paris. La France était-elle impliquée dans les attaques coordonnées contre Bamako? Les autorités maliennes, elles, ne s'en cachent pas. Elles accusent la DGSE d'avoir financé des officiers putschistes, des sommes acheminées vers des soldats maliens infiltrés. Un complot venu de l'extérieur, disent-ils. Paris nie, mais le fait même que Malbruno, journaliste sérieux au Figaro et sur RTL, soulève la question de la présence française par procuration au Mali, eh bien ça nous dit quelque chose. La France a perdu le Mali officiellement, mais elle refuse de le perdre définitivement. Tout d'abord, que la paix soit sur vous. Quand nous, Africains, disons que ce pays se cache derrière toute cette mascarade au Mali, on nous répond immédiatement « Non, vous cherchez juste des excuses pour justifier votre incapacité à stopper les rebelles et les terroristes. » Quand les Africains disent que ce pays est toujours à la manœuvre pour déstabiliser nos États, personne ne veut nous croire. Pourtant, cela fait des années que les présidents de l'AES le déclarent clairement. Ce pays cherche à déstabiliser le Sahel. Et aujourd'hui, voilà que les journalistes français eux-mêmes commencent à le reconnaître. Ce qui est triste dans cette guerre de communication, c'est que lorsque les Africains dénoncent leurs ennemis, beaucoup d'autres Africains doutent immédiatement. Mais dès qu'un journaliste blanc lui dit à la télévision, tout le monde se met soudainement à le croire sans remettre quoi que ce soit en question. Il ne faut pourtant pas être un génie pour comprendre l'implication de ce pays au Mali. Depuis que les militaires souverainistes sont arrivés au pouvoir à Bamako, ce pays a été chassé du Mali. Donc premièrement, il perd son influence politique. Il perd sa position de puissance néocoloniale dans la région et on sait très bien que ce pays s'est toujours senti à l'aise dans son rôle de maître de ses anciennes colonies africaines. Mais il ne perd pas seulement de l'influence, il perd aussi des ressources stratégiques. Regardez, voici la liste des pays avec les plus grandes réserves d'or dans le monde. Ce pays en question est quatrième avec 2437 tonnes d'or, alors qu'il n'a pas de mine d'or sur son sol. Ces dernières mines, notamment celles de Limousin et de Salsigne, avaient déjà été fermées il y a très longtemps. Et d'ailleurs, ces mines ne produisaient de l'or qu'en très faible quantité. Alors, d'où vient tout cet or? C'est très simple, ils viennent d'Afrique. Pendant longtemps, l'or du Mali partait remplir les réserves d'or de ce pays. Mais quand Assimi Goïta et ses collègues sont arrivés, ils ont stoppé tout ça. Ils ont refait le code minier. Aujourd'hui, minimum 35% de l'or du Mali reste au Mali. Et pour ce qui concerne les 65% restants, le Mali est sorti de la tutelle de ce pays. Il s'est ouvert à la multipolarité. Il est désormais ouvert à tous les partenaires et fait des accords avec les pays qui rapportent plus d'argent et qui respectent sa souveraineté. Donc en plus de perdre en influence, ce pays perd aussi une source de ressources stratégiques comme l'or. Et ce n'est pas tout. Le Mali n'a pas seulement chassé les bases militaires et refait son code minier. Les autorités de Bamako ont également retiré la priorité aux entreprises de ce pays dans les marchés publics. Elles ne sont plus les entreprises prioritaires dans la construction de routes, de bâtiments par exemple. Le Mali s'est également rapproché de la Russie, ennemi géopolitique de ce pays. Évidemment que cela dérange énormément. On le sait, ce pays veut aussi tout faire pour chasser la Russie d'Afrique. Donc on peut voir clairement que ce pays a des raisons de vouloir déstabiliser le Mali. Les colons veulent toujours faire ce qu'ils savent bien faire, déstabiliser, piller et semer le chaos. Il est important de rappeler le rôle et l'implication de ce pays dans les attaques au Mali, tout d'abord pour éclairer la jeunesse africaine et présenter clairement la guerre que le Mali est en train de mener. Le Mali ne se bat pas contre de simples rebelles ou terroristes qui campent dans le désert. Non, le Mali se bat indirectement contre la 6e puissance militaire mondiale, dont les Maliens respectaient votre président, les Africains respectaient les forces armées maliennes. Ils se battent contre des gens qui reçoivent du financement, des équipements, du renseignement et un appui tactique au sol gigantesque. Mais malgré tout cela, le Mali résiste et prend même l'ascendant, notamment à Kidal, où les forces armées maliennes ont mené une offensive et récupéré le territoire qui est désormais sous contrôle strict des FAMA. Le journaliste, bien que présentant le rôle de la France, a surtout mis en avant le rôle des soldats ukrainiens. Mais cette implication ukrainienne dans cette guerre n'est qu'une pure distraction. L'Ukraine n'est rien et l'Ukraine n'a rien. Récemment, le pays a reçu de l'Union européenne une aide de plusieurs milliards d'euros pour maintenir son armée fonctionnelle et assurer
assurer les prestations sociales. Le pays est déjà mal en point face à la Russie qui lance fréquemment d'énormes frappes de drones et de missiles sur son sol. La Russie qui gagne du terrain et qui contrôle pratiquement toutes les régions à prédominance russophone du pays. L'Ukraine est tellement en difficulté qu'elle est obligée d'enlever des gens dans les rues pour aller combattre. Le pays manque de soldats, d'argent et est régulièrement frappé. Pensez-vous vraiment que l'Ukraine a le temps, les moyens ou simplement les capacités d'aller s'engager dans un autre conflit? La réponse est simple, non. C'est ce pays-là qui est aux commandes. C'est lui qui tire les ficelles et qui met les Ukrainiens en avant comme si c'est eux qui s'impliquent au Mali juste pour frapper les soldats russes. C'est faux, c'est même ridicule. Beaucoup d'opinions dégoûtantes de la part d'Africains circulent aussi sur les réseaux sociaux, soi-disant le Mali est faible, le Mali est incapable, des gens avec de simples motos déstabilisent le pays. Faites attention, tout ça c'est de la propagande. L'ennemi a recruté 12 000 rebelles, il les a équipés avec des drones, avec des 4x4 du renseignement et tout l'arsenal nécessaire. Il a également pu compter sur la trahison de certains Maliens. Il faut que les gens arrêtent de sous-estimer le Mali et de croire aux mensonges. Quel pays africain aujourd'hui peut résister à la 6e puissance militaire mondiale? Aucun. Pourtant, c'est pratiquement ce que le Mali est en train de faire, même si c'est indirectement. Ce pays colonialiste veut revenir. Il faut donc renverser l'actuel régime militaire au Mali. Et les rebelles qu'ils ont utilisés le déclarent clairement. Des gens, il faut le rappeler, qui normalement se combattent entre eux et n'ont pas les mêmes objectifs. Ils le disent eux-mêmes. L'objectif principal aujourd'hui, c'est de renverser le pouvoir de Bamako. Pour la charia, l'Azawad et toutes les autres divergences, on en parlera après. Comme quoi pour dire, on veut d'abord remplir la mission que nos maîtres nous ont donnée. Le comble, c'est que ce pays ne cache même plus son jeu. Depuis les attaques du 25 avril au Mali, les médias de ce pays n'ont pas cessé de mener une cabale médiatique sur le Mali. Pratiquement toutes leurs chaînes en parlent. Ils présentent le Mali comme un pays déjà tombé. Le pouvoir serait incapable de ramener l'ordre. Ils donnent la parole aux terroristes. Ils sont pratiquement devenus la tribune et le haut-parleur des ennemis du Mali. Ils sont dans la désinformation pure. À chaque fois que les FAMA frappent, eux, ils viennent présenter l'information contraire. Quand les camions citernes arrivent tranquillement à Bamako, leurs médias viennent plutôt déclarer que les terroristes ont imposé un blocus sur Bamako. C'est ridicule. Il y a une question qui reste en suspens et qui montre que les colons sont complètement inconscients et qu'ils n'apprennent pas de leurs erreurs ou encore qu'ils nous prennent complètement pour des bêtes. Ils pensent vraiment que c'est en attaquant le Mali qu'ils vont pouvoir revenir. Ils pensent vraiment que c'est en tuant des Maliens que le Mali va les supplier de revenir. Ils veulent encore jouer leur rôle de pompiers pyromanes. Ils allument un feu et après, ils viennent sur les lieux de leurs crimes pour l'éteindre. Ceux qui sont arrivés de la Libye, effectivement, ils ont eu le cutus et l'accord de la France de vider tous les magasins dont ils ont la responsabilité là-bas, trahir Kadhafi et de venir en échange de Azawad. Hamad Mahmoud, l'ancien ministre chargé des relations extérieures de Yémen, l'a dit, oh, il ne l'a pas caché. Il dit, la France nous a dit, abandonnez Kadhafi, on vous ouvre un couloir, allez-y pour récupérer l'Azawad, on vous donne l'indépendance. Hamad Mahmoud l'a dit, il est vivant, il a une action, il ne cache pas ses mots. Alors lorsque nous avons compris que le complot était clair, nous en tant que républicains convaincus, nous n'avons pas peur de nous inscrire dans cette turbulence pour sauver ce qui peut être sauvé. C'est comme ça que nous nous sommes... Donc c'est comme ça que cette histoire d'Azawad est venue? Exactement. C'était vraiment un marché de dupes et c'est la France qui l'a piloté depuis le début pour détruire Kadhafi, pour détruire les Libyens qu'elle a divisés en 1000 morceaux. Aujourd'hui, elle nous parle d'un tas de choses alors que les conséquences graves, elle répondra devant l'histoire. Et s'il y a justice dans ce monde, Sarkozy et tous ceux qui ont travaillé avec lui doivent répondre devant une justice. S'ils ne répondent pas devant cette justice, ils répondront devant la justice de Dieu, parce qu'elle est inévitable. Après avoir tué Kadhafi en Libye, ce sont eux qui ont promis aux rebelles le nord du Mali. Ce sont eux qui ont accentué ce problème. Et quand c'est devenu grave, ils se sont dépêchés avec les soi-disant opérations Barkhane et Serval. En plus de 10 ans, avec tout l'arsenal militaire, ils n'ont jamais pu arrêter la guerre. En vérité, ils n'étaient pas là pour stopper la guerre. Ils n'ont jamais arrêté aucun chef rebelle, même quand ils en avaient l'opportunité. Ils étaient présents au Mali avec une manière très colonialiste et paternaliste. On se souvient encore des vidéos d'entraînement de militaires maliens qui avaient fuité, dans laquelle des encadreurs militaires de ce pays se moquaient d'eux en leur demandant de s'entraîner avec des planches, avec du bois, comme arme à feu. Le Mali était en guerre et ces colons voulaient décider de tout. Les militaires maliens n'avaient pas droit à un certain type d'armes. Il était même interdit à l'armée malienne de pénétrer certaines zones sur son propre territoire. Après tout ce que ces gens ont fait au Mali, comment s'imaginent-ils que c'est en attaquant et en tuant des Maliens qu'ils vont pouvoir revenir?
Tout ce qu'ils font augmente au contraire la détermination des peuples du Sahel à se battre pour se libérer. Même s'ils tuent Assimi Goïta, un autre viendra. Parce que la liberté et la souveraineté ne sont pas le projet d'un seul homme. C'est une idéologie. On peut tuer les hommes, mais on ne tue pas les pensées, ni les idées. Alors c'est très normal. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec les autorités maliennes. Mais chaque Africain doit comprendre une chose. Ici, il s'agit d'un peuple qui veut décider seul de son destin. Un peuple qui veut gérer ses ressources, choisir ses partenaires et défendre sa souveraineté, et qui est en train de lutter contre les forces coloniales. Ne pas être du côté du Mali, c'est être du côté des terroristes et des colons occidentaux qui ont décimé et qui continuent de nous emprisonner depuis des décennies. On le sait, depuis la nuit des temps, à chaque fois que les Africains fiers se lèvent pour bâtir, ces colons sont toujours là pour détruire. Et aujourd'hui, ils ne le cachent même plus. D'anciens généraux et d'anciens hommes du renseignement militaire de ce pays le déclarent ouvertement. En étant présents, nous pouvions mieux nous protéger des actions des groupes djihadistes. D'un autre côté aussi, peut-être maintenant, notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs, c'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Le retrait du Sahel fut difficile à accepter pour tous ceux qui y ont été engagés. Je suis le premier à avoir beaucoup de mal à avaler ça. C'est un échec français et européen et africain qui procède principalement de ce que nous n'avons pas compris, que l'action devait être une action globale. La restauration de l'État, le retour des administrations, le retour du développement. Et si on n'arrive pas à faire tout ça simultanément et de façon coordonnée, on va à l'échec. C'est ça qui s'est passé. Ce que j'ai du mal à avaler, c'est quand on me dit que c'est l'échec d'une opération militaire. La réalité, c'est que c'est pas l'échec d'une opération militaire. L'opération militaire était une dimension. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ça n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Ces gens ont déjà assez déstabilisé l'Afrique. Ces gens ont déjà assez divisé les Africains, assez fragmenté les pays africains. Qu'ils le veuillent ou non, le Mali reste et restera un et indivisible. Parce que c'est le Mali qui décide de son destin et non des gens dans les capitales occidentales. C'était tout pour moi dans cette vidéo. Ciao.